أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous entendez pas bien au fond? C'est bon. Vous entendez mieux? Ah, carrément, ça va être une... Bien. Alors d'abord, je vous prie d'excuser ce retard. Il est essentiellement dû à c'est ma responsabilité, puis ensuite le trafic pour nous amener ici. Et en même temps, je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont dans cette salle. Je venais dans la banlieue parisienne rencontrer un petit groupe de frères et de sœurs. Et là, je suis impressionné par le nombre. Et le sujet qui a été choisi par les organisateurs sur la question de la citoyenneté, sur notre relation et nos références en tant que musulmanes et en tant que musulmans et la citoyenneté, c'est un sujet qu'on a beaucoup répété. C'est un sujet que j'aborde depuis 25 ans. Et pourtant, c'est un sujet qu'il faut répéter. Je pense qu'il y a, non pas simplement parce que les élections municipales approchent et qu'il y a la question de l'élection, la question de la participation, la question du vote est importante, mais c'est plus fondamentalement une chose par laquelle il faut commencer. Si vous observez ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, c'était déjà le cas il y a 30 ans, 40 ans, 2 générations, 50 ans. Et maintenant, c'est quelque chose qui est encore présent, mais qui malheureusement est en train de prendre une tournure assez négative. Vous le savez, quand on parle d'un sujet, il faut connaître les fondamentaux de ce sujet, mais il faut connaître le contexte dans lequel ce sujet va s'inscrire. C'est-à-dire, commencer par exemple une intervention sur la citoyenneté, les principes et tout ceci, c'est joli, mais je vais faire l'inverse aujourd'hui. Je vais parler du contexte dans lequel vous, en tant que Français, vous vous situez, pour mettre en évidence ensuite quelle est la pertinence des fondamentaux de la citoyenneté par rapport à nos références également, pour ce qui nous concerne, notre conception de l'être humain. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être un citoyen, il s'agit d'être un citoyen qui a compris et qui a assimilé et qui a déterminé ce qu'il a ou ce qu'elle a comme conception de l'être humain sur la Terre. À quoi vous servez ici? À quoi vous servez sur la Terre avant d'être au service de la France? C'est-à-dire quelle conception vous avez de la vie et de la vie que vous allez mener là. Pour pouvoir aborder ces questions-là, premier élément, quel est le contexte? Eh bien, le contexte, aujourd'hui, c'est l'apparition en Occident, en Europe pas plus particulièrement, dans tout l'Occident, en Europe de façon plus particulière, et en France, c'est une évidence, d'une nouvelle catégorie de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui français, vous m'entendez toujours? Qui sont aujourd'hui français de nationalité, et qui pourtant sont en train de découvrir une nouvelle catégorie. Vous êtes des Français et on n'a jamais cessé de vous appeler Français d'origine immigrée, après 1, 2, 3, 4 générations. Et en fait, intellectuellement et psychologiquement, on a l'apparition d'une catégorie qui n'est pas dans les lettres de la loi, qui n'est pas dans l'officialisation de la structure de l'État et de la nation, qui est celle du statut de citoyen étranger. C'est-à-dire vous êtes citoyen de passeport, étranger d'identification. Dès que vous êtes musulman, mais pas seulement, parce que vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui comme catégorie de la population française à vivre des discriminations. Vous avez
aujourd'hui des gens qui sont de passage, je veux dire les gens des voyages, les Roms, mais également les catégorisations raciales, comme on les appelait, le fait d'être noir, ou le fait d'être arabe, ou le fait d'être perçu comme étranger, eh bien le fait que vous ayez le passeport ne suffit pas à garantir le fait qu'on vous inclut dans ce qu'on appelle la nation française. Sauf si vous faites du football ou si vous chantez. Et selon la nature des repas que vous présentez. Donc, on a des acceptations d'un certain nombre d'éléments quand ils sont perçus comme nous apportant quelque chose à la nation, faire gagner la France quand on est dans une équipe de football ou quand on est dans une équipe de quelque sport que ce soit, ou entretenir le divertissement pour les Français, ça va. Mais quand il s'agit de la citoyenneté en tant que telle, les droits et les devoirs et les droits, eh bien là on a une nouvelle catégorie. Et ce discours-là, c'est un discours que tenait quel parti pendant pratiquement 2 générations, exclusivement pendant longtemps ou prioritairement pendant longtemps, le Front National, les partis populistes, qui mettaient en évidence, vous savez, cette idée, l'équipe de France c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de blancs. Ça veut dire, il n'y a pas vraiment de Français de souche, nous, quoi, c'est nous. Eux, ils sont quand même là par erreur, même si on gagne. Cette idée que quand on gagne avec des gens qui sont un peu arabes et un peu noirs, c'est pas tout à fait nous, même si on l'oublie. Cette idée-là, elle était le parti, le Front National, les populistes tenaient ce discours-là. Et peu à peu, sans qu'on rentre sur ces considérations aussi extrêmes que ça s'est normalisé. Le fait, dans l'ambiance comme ceci en France, c'est qu'il y a des citoyens français qui ne sont pas tout à fait nous, et on développe une atmosphère qui est une atmosphère qui va s'appuyer sur 3 choses. 1, le manque de confiance dans le concitoyen. C'est-à-dire, il est notre citoyen, mais on ne sait pas si on peut lui faire confiance. À un degré extrême, vous le connaissez, ça me concerne, c'est l'idée du double langage. Tu dis quelque chose, mais c'est pas net. Tu dois sans doute penser autre chose que ce que tu dis. Deuxième élément, c'est la peur. C'est-à-dire, manque de confiance, la peur. C'est qui sont-ils, que veulent-ils? Et vous pensez que plus vous êtes présent, plus vous avez normalisé, mieux ça va aller. Quand on ne vous fait pas confiance, plus vous êtes présent, plus vous travaillez, plus on se dit, mais ils sont malins. Ah, là, maintenant, ils comprennent. En plus, ils parlent français comme nous, ça c'est encore pire. Ce qu'on perd avec les parents, quand ils sont venus, ça allait. Mais quand ils parlent français comme nous, et qu'on ne leur fait pas confiance, c'est la preuve qu'ils sont encore plus malins que ce qu'on a pensé. Donc, premier élément, c'est le manque de confiance. 2, la peur. Et le troisième élément qui apparaît, c'est cette idée que par rapport à ces populations-là, nous sommes en danger, donc il faut serrer les rangs. Cette idée aujourd'hui qui dit, nous l'avons dit depuis 30 ans, nous n'avons aucun problème avec la laïcité française, mais quand le concitoyen, on ne lui fait pas confiance, quand sa présence fait peur, la laïcité va devenir la protection. Et on va réduire les libertés dans la laïcité parce que eux vont en profiter. Ce qui hier était la liberté de tous, il faut qu'elle soit la liberté de tous, mais quand même pas complètement pour eux. On va restreindre le cadre. Vous êtes aujourd'hui dans une normalisation de ce discours, et ça va des partis de gauche. C'est la classe politique aujourd'hui française qui manifeste pratiquement consensuellement et majoritairement la rupture qui s'est consommée entre la classe politique et le peuple de France. C'est ça la réalité. Et donc on entretient les peurs. Le populisme, c'est stigmatiser la binarité, c'est créer l'autre pour savoir qui on est. Et donc les gens qui sont perçus comme étrangers, l'islam aujourd'hui, tout ce discours-là va stigmatiser et va entretenir un climat de méfiance, un climat de peur et un climat de sécurité. Il faut entrer dans la sécurité. Il faut se sécuriser parce que nous sommes en danger.
Quand vous êtes aujourd'hui dans le discours, et vous le voyez, il n'y a pas un jour où on parle de l'islam comme étant un problème, de ces musulmans qui ne s'intègrent pas, et tout devient objet de polémique. Tout devient objet de polémique. On va prendre une anecdote d'une cantine où il y avait de la viande halal, d'une crèche où on avait l'expression du port du foulard dans un espace qui était pourtant privé et non pas dans l'expression d'être un agent de l'État. Tout ça, on va le multiplier dans la polémique parce que vous vous en rendez pas compte, mais plus une polémique est entretenue, plus on entretient de la méfiance, plus on entretient de la peur, plus on entretient l'altérité. Il faut resserrer les rangs. Il faut aujourd'hui que la loi soit appliquée, même dans les espaces publics. Alors, vous apercevez de courants qui sont tout à fait intéressants. Vous apercevez que certains vont vers plus de liberté et cherchent à avoir plus de droits. Souvenez-vous, il y a 12 ans, quand on parlait du Pax pour les homosexuels, et là maintenant on est au mariage, donc ça s'ouvre, mais à proportion inverse, quand il s'agit des musulmans, ça se ferme. C'est-à-dire, d'abord, c'est pas d'agent de l'État qui représente une religion, donc quand vous êtes professeur, vous ne pouvez pas avoir un signe religieux, puis maintenant, c'est dans une crèche de droit privé, on veut l'imposer en disant « Ah, mais il travaille avec les enfants ». Oui, mais c'est du droit privé. Alors, ce qui était pour le public devient pour le privé, et donc maintenant, on veut grignoter avec des attitudes qui sont liberticides. Moins de liberté parce qu'il faut qu'ils sachent quand même que la laïcité, ça s'applique partout. Et vous apercevez, il dit, mais attendez, le Conseil constitutionnel dans les années 90, puis le Conseil constitutionnel, dans tout ce qui a suivi le débat, vous a donné tort. Mais même s'ils ont eu tort constitutionnellement, en 2004, on a voté une nouvelle loi qui restreint les libertés, et aujourd'hui, il y en a qui nous annoncent une nouvelle loi qui va restreindre les libertés. Donc on est, par rapport à ceux dont on se méfie, dans une attitude de sécurité ou de sécurisation légale, et par rapport à d'autres questions, on s'ouvre. Quand vous êtes dans ceci, quand vous voyez cela, vous avez deux solutions. Soit vous restez assis comme ça, et vous vous dites, ça va être difficile. Et vous restez assis. Et vous jouez aux victimes. Et vous acceptez ce qu'on est en train de vouloir vous faire comprendre. C'est-à-dire que vous, avec ce que vous représentez de valeurs, de religion et de mémoire, vous n'êtes pas le bienvenu dans ceci, à la seule condition, vous serez les bienvenus à la seule condition que vous oubliez un peu de votre passé, que vous relativisiez vos principes et que vous rentriez dans le rang de l'invisibilité. On ne veut pas vous voir. On ne veut pas voir de mosquée, on ne veut pas voir de foulard, on ne veut pas voir de barbe, et si on pouvait ne pas voir votre couleur, ce serait pas mal non plus. Là, ça ne va pas le faire. Et il y a certains musulmans, certains qui rentrent dans ce jeu-là et disent « faisons-nous disparaître ». Acceptons ce jeu-là, comme si, à l'époque où on luttait contre le racisme anti-noir, il suffisait d'être moins noir pour être plus blanc. Ça, cette idée-là est une idée de la compromission et de la défaite. De la défaite. Et donc, là, il faut comprendre ce qui est en jeu. Comprendre ce qui est en train de se passer en France, parce que la France, par rapport à ce débat-là, n'a pas un problème uniquement avec l'islam et les musulmans. La France a un problème avec elle-même. La France a un problème de crise d'identité et de crise de qui sommes-nous. Dans l'Europe, qui sommes-nous dans le monde, le passé qui fut lumineux et le présent qui semble si porté par les crises économiques, crises sociales, et quand vous regardez ce qui nous est présenté par les partis majoritaires, aucun ne semble apporter de solution à la crise sociale, au chômage, à la crise économique, aucun ne nous donne on a l'impression que c'est du pareil au même. Je ne sais pas si vous voyez de différence au niveau de la gestion du ministère de l'Intérieur, mais on a l'impression que c'est la même chose. Les charters, c'est la même chose, la politique sécuritaire, c'est la même chose. Je veux dire qu'on a changé de nom, on n'a pas changé de politique. On a changé de prénom, on n'a pas changé de politique. Et tout ça dans une atmosphère qui est aujourd'hui lourde. Et quand j'entends des femmes et des hommes qui viennent en disant « en France, c'est lourd », systématiquement, quand on est musulman ou musulman, quand on est noir, quand on a un faciès d'arabe, quand on est des roms, quand on est des gens du voyage, c'est lourd, c'est difficile. Encore plus fort. Mais là, je ne vais pas y arriver, je vais tenir une demi-heure. Vous m'entendez pas?
sur Web TV, ça... Ah, il y a Web TV en plus. Où ils sont les gens de Web TV? Ah, ils sont à la maison. On parle à des gens qui sont restés à la maison. Coupé. Moi, je fais la même chose la prochaine fois. Je vous parle depuis chez moi. Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je disais? L'atmosphère, elle est lourde. Et donc, nous maintenant, la première des choses, qui est votre responsabilité quand on va parler d'islam et de citoyenneté. Je vais vous dire une chose. Dans la compréhension de notre religion, il y a la compréhension de l'être humain. Et l'islam, mais d'ailleurs, comme le judaïsme et le christianisme, mais l'islam insiste fondamentalement sur cet élément-là. Quand on dit la ilaha illallah, quand on dit il n'est de Dieu que Dieu, et qu'on comprend la conception de l'homme, ce qui nous est demandé, toi qui es un homme, toi qui es une femme, quand tu comprends ta relation au divin, tu dois d'abord faire un travail de libération. Tu dois te libérer. Et de quoi tu dois te libérer? De ton propre ego. C'est-à-dire tu dois faire un travail sur toi-même pour ne pas être enfermé dans ton ego égoïste. C'est-à-dire le centre de toi-même, c'est toi. Tu dois sortir. Tu dois apprendre une dimension qui est fondamentale, c'est que naturellement tu es égocentré. Spirituellement, tu es dans la générosité. Tu sors de l'ego et tu donnes. D'ailleurs, tout le début de l'islam vient avec cet élément-là. Celui qui se rapproche de Dieu se rapproche des pauvres. Pourquoi? Parce que celui qui se rapproche de celui qui donne, il est parmi les hommes celui qui donne. Il donne. Non, vous ne donnez pas de la dignité aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire, la dignité aux pauvres? Ça revient à l'autre verset qui dit qu'est-ce que c'est, la dignité? Ça vient d'où, la dignité? C'est que tu saches, toi, devant Dieu, que tu as une dignité. Et la deuxième des choses, c'est que tu luttes contre ton ego pour que tu reconnaisses à ceux qui, dans la société, n'ont pas de dignité, que leur dignité impose que tu sois debout pour eux. Ça, c'est pas naturel. On n'est pas assis pour se dire, c'est vrai, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. C'est quelque chose dans la langue arabe qui veut dire djihad, c'est-à-dire le travail de résistance à ses propres enfermements. Se libérer de soi, se libérer de son égocentrisme, de son égoïsme, de sa petite vie fermée sur soi pour la dignité parmi les êtres humains. Dire la ilaha illallah, c'est ça que ça veut dire. C'est un travail de libération. C'est un travail de responsabilisation. Parce que c'est quoi cette libération? C'est sortir de l'ego qui t'étouffe pour devenir la conscience qui te fait agir, de devenir un sujet. C'est-à-dire que tu as une conscience, que tu deviens mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire travaille, fais ce que tu as à faire. Tu ne pourras pas aller chez ton père, tu ne pourras même pas aller chez ta mère, tu ne pourras même pas aller chez ton fils. Devant Dieu, tu seras responsable de tout ce que tu es et de tout ce que tu as fait. Tu n'as pas de circonstances atténuantes avec ta conscience. Tu peux en avoir sur le plan social, mais avec ta conscience, tu n'en as pas. Il n'y a pas de circonstances atténuantes avec ta conscience. Dès que tu es un être de raison, eh bien tu es responsable. Mais ce que nous dit notre religion en termes de foi, c'est libère-toi. Et vous savez ce que ça veut dire libère-toi? C'est de reconnaître sa liberté fondamentale qui fait la responsabilité. C'est parce que nous sommes libres que nous sommes responsables. Quand par exemple Ibn Kathir et d'autres commentateurs du Coran, au début du Coran, nous disent, vous savez pourquoi les anges se prosternent dans le Coran devant Adam, Bani Adam, les descendants d'Adam? Pourquoi il y a cette dignité? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est parce que il lui a appris tous les noms, le savoir. Et la deuxième des choses, c'est que la liberté. Connaissance et liberté. Eh bien moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en France. Et que quand vous avez compris cette conception de l'homme dans nos racines islamiques, quand vous êtes en France, vous regardez. Et ce que vous devez faire, la première des choses, c'est avoir la connaissance de là où vous êtes. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, regardez ce qui se passe en France. C'est pesant et on veut vous mettre dans une espèce certains politiques ont envie de vous mettre dans une attitude de réaction, de crainte, de peur. La peur qui habite certains, ils aimeraient qu'elle vous habite. La méfiance, ils aimeraient qu'elle vous habite.
la sécurité, la conscience comme ça, d'être un tout petit peu enfermé. Parce que vous savez, ici, là, dans cette salle, vous êtes bien, vous dites c'est bien, samedi après-midi, masha'Allah, on est des musulmans, le frère il va nous donner un petit coup de... Non, moi je sers à ça, hein, un petit coup de... il y en a qui prennent des pilules, il y en a d'autres qui viennent à des conférences. Un petit coup d'énergie. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que la vraie position qu'il faut avoir, c'est une position de liberté qui est assumée, de libération et d'affirmer ce que l'on est et ce pourquoi l'on vit. Ce que l'on trouve dans notre spiritualité, maintenant vous la traduisez de l'humanité à la citoyenneté. Et vous vous dites, en conscience, je ne vais pas tomber dans le piège de ce qu'ils ont envie de faire de moi. Je ne suis pas l'objet de ce qu'on décide pour moi. J'ai compris en tant que Français, et je suis résident dans ce pays, et je suis citoyen dans ce pays, que la première attitude, c'est de me libérer de ce qu'on m'impose. Là où on aimerait que j'aie peur, il faut que je sois serein. Là où on aimerait que je n'ai pas confiance, il faut que j'ai confiance, que je sois confiant avec mes possibilités, mon potentiel et mon avenir. Et là où l'on veut que je sois tout le temps en sécurité, il faut que je fasse preuve de courage. Donc la première attitude de vôtre, avant même de dire j'ai un papier, je vais aller voter, c'est vraiment de se dire non. Aujourd'hui, vous êtes dans ce pays et la France ne se fera pas sans vous. Il y a des gens qui pensent la France sans vous. Il faut que vous soyez français et que la France sache que l'avenir ce sera avec vous. On ne pense pas la France sans ses citoyens. Et à tous les politiques qui sont devenus des politiques professionnels, ils ne sont jamais sortis du cadre de la politique. Ils parlent pour vous et la majorité d'entre eux, ils ne vous connaissent plus. Ils ne connaissent plus le peuple de France. Ils ne connaissent pas la France. Donc là, ce qui doit être leur premier acte citoyen, qui doit être le vôtre, c'est sortir de cette attitude de la victime. Ils ne nous aiment pas. Et puis il faut qu'on montre qu'on est gentil. Vous savez, on a un gros problème, on a un vrai complexe, nous. On est en train de chercher les gens qui vont être gentils avec nous. Et quand ils sont gentils avec nous, on dit, est-ce qu'il est devenu musulman? Mais vous voyez ce que ça montre, psychologiquement, il y a un problème. Dès qu'il y a quelqu'un qui est juste, ah, celui-là, un petit couscous, et on va lui faire la darwa. Mais la darwa, c'est pas ça. La darwa, c'est pas de chercher les gentils. Aujourd'hui, vous avez dans ce pays des femmes et des hommes qui ne sont pas de confession musulmane. Certains sont chrétiens, certains sont juifs, certains sont athées, certains sont agnostiques, et ils comprennent très bien ce qui se passe dans ce pays. Et ils sont les alliés de votre combat, non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils aiment la justice. Parce qu'ils sont droits. Il y a des gens qui sont droits. Il y a des musulmans tordus. Et il y a des personnes d'autres confessions qui sont droits. Mais ça, on le sait. Ne pensez pas qu'à l'intérieur de la communauté, c'est que du divin et à l'extérieur que du diabolique. Non. Même quand on entre dans une mosquée et que je dois mettre mon épaule contre la sienne, c'est pour éviter que le diable soit entre les deux. Même dans la mosquée. Alors qu'est-ce qu'il en est dans cette salle? Bien sûr qu'on a, nous, énormément à faire notre propre critique. Et on doit regarder les autres en se disant, ce qui fera mon lien avec toi, ça n'est pas ton appartenance religieuse. C'est le fondement de ton rapport à des principes fondamentaux non négociables. Dignité, justice et égalité. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Et nous, on ajoute, et on n'a aucun problème avec ça, la fraternité. Parce que la fraternité, pour nous, elle est essentielle au niveau humain. Et Rouwa al-Insaniya fait partie des fondamentaux de l'islam. Et ça, c'est pas nouveau. Le Rouwa al-Insaniya, au XIVe siècle, XVe siècle, vous avez des savants comme et Nawawi, quand il parle de La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi, et dans un autre hadith, li jalihi, c'est-à-dire il n'a pas complété sa foi, celui qui ne veut pas pour son frère ou pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même. Quand il parle du frère, il dit le frère en humanité, pas le frère en islam, en humanité. Au Rouwa al-Insaniya, ça existe. Donc quand la France dit liberté, égalité, fraternité, nous on dit d'accord, mais on ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. Liberté, c'est liberté. Égalité, ça va être égalité. Ce n'est pas la couleur de ma peau qui va faire la différence devant la loi. C'est le statut. On parle d'égalité, alors on va y aller.
On va parler d'égalité. Mais nous, on va se libérer du complexe des exclus pour devenir avec la confiance des citoyens. C'est-à-dire le complexe de ceux qui doivent prouver qu'ils sont gentils. Non, j'ai rien à te prouver, tu vas rien attendre de moi, mais je vais te montrer qu'avant d'être un problème, je suis une partie de la solution. Et ça, il faut montrer. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est libérer vos têtes. Le premier problème des Français de confession musulmane, c'est pas la France, c'est pas les autres, c'est vous. Le premier problème, c'est là. C'est là, c'est dans votre tête et dans votre cœur. Parce que le cœur n'a pas confiance et que la tête n'a pas suffisamment réfléchi aux enjeux et aux perspectives. Vous êtes vos principaux problèmes. Vous êtes le premier de votre problème. Quand quelqu'un vient vers moi et dit j'ai un problème avec la France, eh bien c'est toi le problème. C'est dans ta tête le problème. De la même façon que les gens qui viennent vers moi et qui disent vous les Français, vous devriez vous intégrer, je dis non, mais on n'a aucun problème nous avec l'intégration, c'est votre tête qui ne nous a pas intégrés. Parce que c'est souvent ça, c'est la tête de celui qui regarde. Le problème qu'on a parfois avec les textes du Coran, c'est pas le texte du Coran le problème, c'est celui qui le lit. C'est ça le problème, on a des problèmes avec les lecteurs, pas avec le texte. Avec les hadiths du prophète as-salam qui sont la deuxième source, on n'a aucun problème. C'est ceux qui les lisent et qui les lisent mal, qui les réduisent, qui les tordent. Non, avec ceux-là, on a des problèmes. Le problème, il est dans les intelligences. Donc une fois qu'on a dit ceci et que vous vous libérez, comprenez bien ce que je suis en train de dire parce que c'est essentiel. Je sais et je l'ai vu et je l'entends et je le sens et je le vis moi-même quotidiennement quand je viens en France, que l'atmosphère est pesante. Mais le premier acte citoyen que vous avez à faire, vous, c'est de vous libérer de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent et de l'atmosphère politique, en se disant, maintenant on commence comment? Eh bien, c'est là où on commence, le premier acte citoyen, la libération des consciences. La libération des consciences, et je dis trois choses de ce point de vue-là, la confiance, la connaissance de là où on est, et l'engagement. Et quand on a compris ceci, en tant que femme et en tant qu'homme, il faut travailler en cercle concentrique. Alors, vous êtes dans un pays où aujourd'hui, on vous a dit, il faut que vous respectiez la loi. Et vous savez, si vous avez lu l'ouvrage que j'avais écrit il y a quelque temps, qui s'appelle Mon intime conviction, je disais les 3 L. Pour faire partie d'un pays, il y a 3 L qui sont importants. 1, il faut respecter la loi du pays. Nous, on n'a aucun problème avec ça, on la respecte. Et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons. Tous les politiques, tous les gouvernements d'Europe, d'Occident disent, on n'a aucun problème avec l'immense majorité des musulmanes et des musulmans, ils respectent la loi. 1, le respect de la loi, premier L. 2, la langue. Il faut parler la langue du pays. Alors, on le comprend et on n'a aucun problème à respecter la première génération qui est venue d'Afrique du Nord, qui est venue d'Asie, qui est venue de Turquie et qui ne parle pas forcément le français comme les Français. Ça, c'est normal. Même ce qu'il faut relever, c'est que beaucoup ont fait l'effort de maintenir leur langue arabe et de continuer à essayer de parler en français. Et ça, on salue cet effort-là. Mais les enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, vous avez l'obligation intellectuelle et citoyenne de parler le français comme les Français, car vous êtes Français. Et que celui qui vous dit que ça, c'est pas tout à fait islamique, il faut lui dire, j'ai un problème avec ta compréhension de l'islam. Parce que la compréhension de l'islam, c'est que la langue arabe n'est pas la langue des musulmans. C'est la langue du Coran, mais les langues des musulmans, c'est toutes les langues du monde. Parce que c'est toutes les langues que Dieu a créées. Non, j'ai une fatwa personnelle, c'est qu'il ne faut pas applaudir. Donc, c'est-à-dire, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Donc il faut parler le français, il faut bien le parler. Et quand certains viennent vers moi et me disent « Mon frère, tu nous représentes bien. Vas-y. » Quand je viens vous parler à vous, il faut que je sois l'énergie qui vous fait rêver. Et quand je viens à la télévision, il faut que je sois le... Il y en a qui me confondent avec un boxeur. La question, quelle est-elle? La question, c'est que partout où vous êtes, ici, dans cette région-là, vous devez, partout où vous venez en France,
vous devez faire un effort de l'acquisition de la langue française. Et ça s'apprend. Moi, encore aujourd'hui, je lis des ouvrages et j'apprends des mots. On est tout le temps des étudiants, en arabe, en anglais, en français. Tous les jours de ma vie, j'apprends des nouveaux mots. Ça ne s'arrête jamais. C'est de l'apprentissage. Et quand vous apprenez que dans votre cœur, vous dites Bismillahirrahmanirrahim, c'est un acte d'adoration. Tout mot nouveau de la langue française que vous avez appris avec l'intention d'être meilleur, c'est un acte d'adoration. Car la connaissance, elle n'est pas simplement de ce que vous connaissez des versets du Coran, elle est dans ce que vous connaissez du monde et de ses langues. Donc il faut de ce point de vue-là avoir ce deuxième L, la langue. Le troisième L, c'est la loyauté. C'est que vous êtes français et que vous voulez pour la France le meilleur. Il n'y a absolument aucun problème. Quand vous voyez la France, l'équipe de France jouer, de soutenir l'équipe de France. Bon, maintenant si elle joue contre l'Algérie, il n'y a aucun problème pour être pour l'Algérie. Je ne sais pas comment vous faites, mais enfin, non, je plaisante. C'est de l'humour. Donc en l'occurrence, aucun problème que le cœur parte dans un sens, c'est aucun problème ceci. Mais la loyauté pour le pays, vouloir le bien pour ce pays, ça veut dire vouloir le bien pour vos enfants. Bien sûr que vous voulez le bien pour ce pays, mais à une condition, c'est pas le bien sans principe. C'est de dire à mon pays, mais c'est la même chose pour un Marocain au Maroc, ou un Algérien en Algérie, ou un Turc en Turquie. Je suis avec mon pays quand il fait le bien, mais si mon gouvernement ne prend pas de bonnes décisions, j'ai l'obligation, en tant que citoyen, de dire je ne suis pas d'accord. Donc c'est la loyauté critique. Non, il y a certains qui n'ont pas compris ça. Tout ce que feront, je veux dire, il y en a certains qui disent, attendez, moi j'ai entendu des chouillours avec lesquels je n'étais pas d'accord. Ils disaient par exemple aux militaires américains, pour montrer que vous êtes bien américain, il faut aller dans la guerre en Afghanistan et montrer que vous êtes vraiment pro-américain. Il dit, oh, non. Pour montrer que vous êtes vraiment français, il faut soutenir l'intervention au Mali. C'est comme ça que vous allez... Non. Si je suis vraiment français, et si je suis américain, je suis avec mon gouvernement quand il a raison. Mais je suis le vrai français quand je dis au gouvernement français vos politiques de colonisation ou vos politiques de discrimination n'ont rien à voir avec les valeurs de ce pays. C'est là où je suis vraiment français. C'est pas en étant le béni oui-oui de la République. Chaque fois qu'on dit fait, je dis oui, je suis français. Mais t'es pas français, t'es lâche. T'es un français lâche, quoi. Ça existe aussi. Mais il y a des Marocains lâches, il y a des Égyptiens lâches. Pas mal. Bon, bref. Excuse-moi, si je peux me permettre de te tutoyer, excuse-moi, en fait, t'as pas le droit, mais je t'applaudis quand même. Non mais bon, continuons. Donc ce que je veux dire, c'est cette loyauté-là, il faut l'avoir dans son pays. La loyauté critique. Et quand on est, par exemple, on va nous envoyer... Moi je suis désolé, le nombre de chrétiens, le nombre de juifs, le nombre d'athées, jusqu'au célèbre Mohammed Ali, Cassius Clay, qui a dit, quand on est allé tuer des Vietnamiens en disant c'est pas ma guerre, elle est injuste. Ça c'est la dignité des États-Unis. C'est pas ceux qui sont allés tuer en disant moi je suis américain, je vais vous montrer. Ça c'est des lâches, ça c'est des gens qui n'ont pas de conscience. Donc vous devez avoir les 3 L. 1, le respect de la loi. 2, la langue du pays. Raison pour laquelle il n'y a aucun problème dans nos mosquées, le sermon du vendredi, dans la langue française. Le mieux, c'est dans les 2 langues. La première partie en arabe, parce que c'est le lien avec le Coran. La deuxième partie en français, parce que c'est le lien avec la société. Là, on a les 2 choses. Et c'est très bien, parce que pour quelqu'un qui a une conscience musulmane, il se dit, le Coran qui me rapproche du livre de Dieu, la langue française qui me rapproche des créatures de Dieu, de là où je vis, dans cette société française. Vous voyez ces 2 éléments-là. C'est comme ça qu'on structure une conscience. Ça, c'est très citoyen. Il y a de la citoyenneté dans la façon dont on pense le sermon du vendredi. Il y a de la citoyenneté dans le fait de comprendre qu'il y a une spiritualité, mais en même temps, il y a un lien avec l'environnement. On est quelque part ici. On est quelque part dans ce pays. On parle cette langue. Et puis ensuite, la loyauté. Une fois qu'on a dit ceci, il faut ensuite, comme citoyen, comprendre qu'il faut aller plus loin. Parce que ça suffit pas. Après, vous voyez que dans l'atmosphère, on vous questionne. Est-ce que vous êtes vraiment français? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous coloniser? C'est là où le plus important, c'est d'affirmer sa présence en mettant les priorités là où elles doivent être. Les priorités, elles sont celles-ci. La citoyenneté, en fait, elle est mal comprise par les citoyens eux-mêmes. Pour beaucoup de Français, dont vous, la citoyenneté est perçue comme un corps de droit.
j'ai ces droits. J'ai le droit à la liberté de conscience, ça c'est vrai, de liberté de culte, c'est vrai. Le droit à la liberté de penser, à la liberté d'expression, à la liberté de me mouvoir, tout ça c'est vrai. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que la citoyenneté, ça commence par des responsabilités. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de la collectivité. Et quand on est citoyen ici, là le grand problème que j'ai avec beaucoup de citoyens de confession musulmane, c'est qu'ils ne sont citoyens que quand on parle de l'islam, que quand on parle d'eux. Ils ne sont pas citoyens quand on parle des affaires sociales ou des affaires de l'école. La citoyenneté, ça commence par se libérer de ce qu'on veut faire de vous. Qu'est-ce qu'on veut faire de vous? On veut vous mettre dans la marge. Vous, en tant que musulmans, vous êtes des citoyens français, oui, mais musulmans. Et on vous met dans la marge, dans un box comme ça, marqué musulman. C'est ce qui se passe. Vous avez pu remarquer, moi, chaque fois que j'interviens quelque part dans un débat public, quand j'interviens à la télévision, vous savez que dans les universités en France, le pays des droits de l'homme, je suis en train de faire ça à l'envers. Le pays des droits de l'homme, je ne peux pas du tout entrer. C'est le seul pays du monde dans lequel je ne peux pas entrer dans une université maintenant. Et on me dit tout le temps, la liberté d'expression. Tu parles, c'est tout à fait relatif. Mais vous voyez bien que la loi, elle dit que j'ai le droit. Le politique ne me donne pas ce droit. Parce qu'on joue avec la loi. On fait des pressions. On joue par derrière dans une politique qui est malsaine. Eh bien, ce que je voulais vous dire, par exemple, dans... votre rapport à cette société et dans la façon dont vous devez vous inscrire dans cette société-là. Ce qui m'arrive par exemple, souvent, quand je suis invité dans un débat, et souvent quand un citoyen français de confession musulmane est invité dans un débat, c'est un débat sur quoi en général? C'est un débat sur l'islam. Toi, tu es musulman, tu vas parler que de ça. Il y a un problème avec une crèche, il y a un problème avec ça. Musulman parle de l'islam. Mais un citoyen français, il doit être capable de parler de tout. Un jour, il y a un des animateurs, je l'ai dit et je le répète pour que vous compreniez bien notre propre psychologie, parce que nous tombons dans le piège. Il y a un animateur de télévision, il m'appelle et il me dit « Tariq, j'aimerais que tu viennes à une émission et on ne va pas parler d'islam. Tu vas donner ton opinion sur d'autres sujets. » Et je suis allé. Et on a commencé à parler de Nantes, de l'agriculture et tout ça. Et je reçois, moi, des messages sur mon site de musulmans qui disent « Mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette émission ?» C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes tombent dans le piège. T'es musulman, tu nous parles que de ça. J'écris un livre qui s'appelle L'autre en nous. Il y en a un qui vient, il lit un peu le livre et dit « Mais c'est pas tout à fait islamique ça. » Parce que pour être islamique, il faut qu'il y ait le titre islamique, la signature islamique, tu parles d'islam, un ou deux versets. Ah là, masha'Allah. Ça c'est... Mais t'as un problème. T'as un vrai problème dans ta tête. Tu ne comprends pas que les principes islamiques, on n'y met pas tout le temps l'étiquette islamique. C'est un principe de justice, c'est nous. Notre universalité, elle n'est pas de mettre des étiquettes partout où on va. Islamique, sourire halal. C'est halal. Ça, c'est une pensée de complexer, ça. C'est pas une pensée de gens qui sont bien avec eux-mêmes. Ils ont tellement peur. Ils disent, mais islamique, là. Parle que d'islam. Non. Vous devez être des citoyens qui parlez de tout ce qui concerne la France. Ça veut dire vous devez être capable de parler de la politique scolaire, de la politique sociale, de la politique urbaine, de la crise économique, de tous ces sujets, mais comme français, et ce que vous y apportez, c'est votre éthique à vous. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps dire « je suis musulman, je pense ça ». Ben pense avant de nous dire que tu es musulman. Pense, montre-nous ta pensée, montre-nous en toi que tu contribues. Mais de dire que, alors on tombe dans le piège, eux ils veulent vous mettre dans la marge, et vous parlez depuis la marge. Nous on est musulmans, on est là. Et la marge on est gentil, on n'est pas violent. Mais t'es dans la marge. T'es dans la marge. Tu t'es auto-isolé. Et tu as accepté les règles du jeu d'une majorité qui te met dans la marge et qui te dit, allez, parle-nous de là. Donc ce qu'il faut dans la citoyenneté, c'est se libérer de cette compréhension, de se libérer de cette atmosphère, et ensuite venir en disant, voilà, nous on est des citoyens français. Et les citoyens français, il faut qu'on lise sur notre société et qu'on comprenne ce qui se passe. Les différents partis politiques, les différentes questions sociales, qu'est-ce qui se passe là où je suis? Et donc, un devoir de connaissance de la société. Et il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante, c'est que si vous le pouvez, mais lisez un peu de littérature, lisez un peu d'histoire de la France, connaissez ce pays.
Moi, je m'aperçois à des moments donnés, là, par exemple, j'étais à une émission, elle passe demain soir, on était à une émission entière. Il y en a un qui dit, mais la morale laïque, ça veut rien dire, c'est un oxymore. Il dit, non, 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 je suis désolé, ça vient de Jean-Paul Sartre. Il me regarde, oui, oui, mais oui. Eh oui, il faut connaître vos classiques, mon ami. Qu'à partir d'un certain moment, vous devez connaître dans votre domaine. Moi, mon domaine, c'est ça. Mon domaine, ça a été, à un moment donné, dans les sciences islamiques, eh ben, j'ai fait ce travail-là, et puis dans le domaine de la littérature, de la philosophie, vous connaissez vos classiques, dans ce domaine, il faut travailler. Chacun d'entre vous, vous avez, dans votre domaine, il faut connaître un peu de l'histoire de la société, il faut connaître un peu de la psychologie, savoir comment les gens pensent ici. Ça, c'est un... Vous voulez être citoyen, vous ne connaissez pas les gens qui sont avec vous? Vous avez simplement envie de savoir qui sont les gentils. Mais on s'en fiche de ça. C'est qui sont les honnêtes. Et quand vous voulez savoir qui est honnête, eh bien vous devez prendre le temps de connaître, de prendre le temps de lire, de vous informer. En France, il y a deux France. Vous savez, dans la Deuxième Guerre mondiale, on appelle les deux France. La France des résistants et la France des collaborateurs. Il y a des Français qui ont été des collaborateurs, qui ont été des lâches et des menteurs. Et puis il y a des Français qui ont été des résistants. Parmi les Français qui ont été résistants, est-ce que vous savez que la mosquée de Paris a délivré des certificats de conversion à des juifs français qui allaient se faire exterminer et déporter? Ils les ont protégés. Les Français musulmans pendant la Deuxième Guerre mondiale ont fait des certificats pour protéger des juifs. Ceux qui viennent aujourd'hui nous dire tout le temps, vous êtes antisémites. Non, nous on est critiques par rapport à l'État d'Israël, mais jamais on ne permettra que l'antisémitisme soit accepté par l'islam, parce que l'islam, ou par les musulmans, parce que l'islam dit que l'antisémitisme, que tous les racismes, ça n'est pas acceptable. Et qu'on a des imams qui ont, pour préserver la vie, falsifié des conversions, parce qu'ils connaissent le principe islamique que la vie a prééminence sur la mort. Donc on le protège. On est compte? Ça, qui vous le dit? Qui vous parle de ce côté de l'histoire de France? Eh bien, il y a eu dans la France des gens qui étaient comme ça. Et puis, il y a eu des Français de confession musulmane qui ont collaboré avec les nazis. C'est vrai aussi. Donc, on est de ce point de vue-là, il faut connaître. Donc, la connaissance est le premier acte citoyen. La connaissance du pays. Et ensuite, ce que vous avez à faire, là où vous êtes, avec votre dignité, avec vos principes. Ne pensez pas que votre distinction, elle est uniquement dans les apparences. Oui, vous avez le droit de porter le foulard. Oui, vous avez le droit de porter des barbes. Oui, vous avez le droit d'être musulman visible par la tenue vestimentaire. Et ça, vous ne pourrez pas faire autrement, vous serez visible. Mais vous devez ajouter à cette visibilité naturelle une visibilité éthique, une visibilité de principe. C'est-à-dire, non, ce n'est pas simplement mon foulard qui compte. Non, ce n'est pas simplement mon attitude et mon vêtement qui compte. Ce qui va compter, c'est la qualité éthique de mon engagement social. C'est-à-dire, j'ai compris que j'ai des devoirs ici. Et les devoirs, c'est la connaissance et ensuite l'engagement. Et dans le nouveau nous, le manifeste pour un nouveau nous que j'avais lancé il y a quelques années, je disais, il faut des mouvements nationaux des mouvements nationaux d'initiative locale. C'est-à-dire sur son plan local. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, on va s'engager dans la solidarité. Pas dans la solidarité d'abord. D'abord, on va s'engager dans la justice sociale. On va s'engager dans l'éducation. L'éducation est très importante. Il faut s'engager dans les systèmes, à l'école, parmi les parents d'élèves, avec les enseignants. Partout où l'on peut avoir une présence sociale, il faut être présent. Mais pas comme des gens qui sont en train de montrer qu'ils sont gentils. Non, vous êtes des agents de réconciliation de la France avec ses valeurs. La France appelle à l'égalité, soyez des citoyens prônant l'égalité. La France appelle à la liberté, soyez des citoyens qui appellent à la liberté. La France appelle à la fraternité, soyez des êtres de fraternité humaine. Mais c'est ça, il n'y en a aucune contradiction dans ce que je viens de vous dire avec aucun des principes de votre foi. Au contraire, sur ces éléments-là, il est plus facile d'être musulman et en cohérence avec sa citoyenneté que dans beaucoup de pays majoritairement musulmans. C'est la réalité de notre époque, ça. Donc vous êtes dans un pays qui vous donne la possibilité de dire, voilà, avec ta citoyenneté, montre-nous de quoi tu es capable. 1, je suis dans l'exercice de plus de connaissances. 2, je m'engage localement dans la justice, dans le travail dans les écoles, dans la solidarité humaine. Il faut que je sois présent. Laissez les gens parler, ils vous disent ce que vous voulez, mais parlez, on s'en fiche. Nous, on travaille. On n'a pas de temps à perdre sur vos controverses, et puis la viande halal, et puis, mais donnez-nous du poisson, ça passe. On n'a pas de temps à perdre avec ça.
Vous voulez pas qu'on aille à la piscine, on n'ira pas. Mais là où vous allez nous voir, c'est dans la justice, c'est dans la solidarité, c'est dans la dignité, c'est dans la compréhension de la citoyenneté réelle. Et la citoyenneté réelle, c'est pas de rester assis en disant j'ai des droits, c'est d'être debout en montrant qu'on a des obligations sociales. Voilà ce que ça doit être votre compréhension. Et c'est là où vous devez... Maintenant, vous allez avoir des gens qui ont bien compris. Sur le plan national, il y a toutes les controverses. Vous savez, les gens qui vous disent l'intégration, ça marche pas. C'est pas vrai. C'est fini. Moi, je vous parle même maintenant de la post-intégration. On a dépassé ça. Il faut qu'on arrête même de parler. Celui qui vient de vous dire, oh, t'es intégré, dit de quoi tu parles. Mais c'est fini, ça. C'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, t'étais un progressiste. Maintenant, t'es un réactionnaire. Donc on n'accepte plus ce mot-là. Le mot-là, maintenant, on l'a dépassé. Maintenant, on est dans l'époque de la contribution. Ce qu'on apporte avec notre citoyenneté. Et là, c'est là où vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que vous apportez dans ce pays? Vous, en tant que citoyen, vous êtes... Quelle valeur ajoutée avez-vous? Pas simplement la visibilité de votre foulard, ou la visibilité... Oui, ou la visibilité de... Pas la visibilité simplement de votre foulard ou de tenue vestimentaire ou des mosquées. La visibilité de votre présence en tant qu'agent de contribution. Vous devez être des agents. Ne cherchez... Vous savez, les gens... Vous savez pourquoi ça les énerve parfois, la façon dont je peux être dans certains débats? C'est que moi, je ne suis pas pour la confrontation. Alors eux, ils la cherchent, ils provoquent une confrontation là où je ne suis pas du tout dans la confrontation. Mais nous, on n'est pas des êtres de confrontation. Efshus salam. On est des pacificateurs. On est des agents de réconciliation. Vous avez oublié la justice, on veut la rappeler. Vous avez parfois oublié. Et même à nous-mêmes, on voit des gens dans la justice, même dans notre communauté. Moi, ceux avec lesquels je suis le plus dur, c'est parmi les musulmans. Quand je dis il y a du racisme entre les musulmans, quand je dis il y a une grande division chiite, sunnite, ça devient un drame parmi les musulmans. On est dans une situation grave de ce point de vue-là. Notre façon d'être, toi t'es musulman, moi je suis plus musulman, les littéralistes qui sont en train de dire à ceux-là, tu portes le foulard, alors t'es une bonne musulmane, tu le portes pas, auzubillah. Mais qu'est-ce que tu sais de ça? Depuis quand il est dit quelque part dans le Coran que dès que t'as le foulard, tu rentres au paradis? Ça se saurait, ça! C'est pas ça qui fait « Inna akramakum indallahi atqakum ». Le foulard est une obligation, mais il n'est pas la condition suffisante d'entrer au paradis, comme le fait de prier. Il y en a certains d'entre nous qui seront le jour du jugement dernier, leurs prières ne voudront pas plus le fait que d'avoir fait bouger leur corps, parce que le cœur n'y est pas. La prière n'est pas une condition définitive d'entrer, d'avoir réussi. On le sait tous, parce que sinon ça se saurait. Je prie 5 fois par jour, mais je sais à des moments donnés comment je suis loin, comment des fois je suis en contradiction. La prière, normalement, ça devrait nous éloigner du mal, et pourtant on le fait encore, entre deux prières. Il y a certains jeunes, ils font la Isha le samedi soir, et le soir, il y en a, je ne sais pas comment ils font. Entre le Isha du samedi soir et le Fajr du samedi soir, ils sont en boîte. C'est-à-dire, entre deux halal, on va peut-être un petit peu de haram. Il y en a même qui vous posent la question, est-ce que je peux faire les darwa dans la boîte de nuit? Il faut qu'on parle. Il y en a vraiment de leur dire, attends, assieds-toi, il y a quelque chose qui n'a pas été clairement compris. Mais bref, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on ait cette présence-là. Et localement, vous devez avoir cette présence-là. Et je termine en vous disant la chose suivante. Maintenant, se respecter, c'est se libérer de ce que les gens veulent faire de nous pour que nous fassions ce que nous avons à faire de nous-mêmes. Être des êtres humains libres, être des citoyens responsables, et en respectant la loi, en connaissant la langue, en étant loyal au pays, nous engager à montrer que la France se fait avec nous, que nous sommes des agents de contribution dans la France et de pacification. Ça, il faut que vous le montriez, pas avec des discours. Vous savez, ce genre de rencontre que je fais là, vous pouvez faire 100, 200, 1000, 2000 conférences comme celle-ci, ça ne change rien. Ce qui change les mentalités, c'est ce que vous faites tous les jours de votre vie. C'est comment vous êtes au travail, c'est comment vous êtes à l'école, comment vous êtes sur le lieu de travail, sur les lieux d'enseignement, partout. C'est ça qui change. Et que les gens, ils vous regardent et se disent, oh là là, c'est intéressant. Que vous puissiez, vous savez, c'est halal d'inviter quelqu'un à manger, de discuter. Il y a des choses. Vous faites des fois en un repas plus que moi je ferai en 10 conférences. Parce que dans la conférence, tout ce que je dis, les gens écoutent dire ça c'est pas net. Mais quand vous êtes avec un repas, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche avec le repas? Ne n'invitez pas les gens en disant je fais de la darwa, je veux qu'ils deviennent musulmans. Non, je veux dire que c'est qu'on se connaisse.
que l'ita'arafu, c'est la connaissance mutuelle. Connaissez vos voisins, laissez-les vous connaître. Et faites en sorte que là où vous êtes, vous rayonnez. Nourun, c'est de la lumière. Yamshubihi, bayna on marche. C'est ça qu'on répand dans la société. Et qu'est-ce que c'est Nour? C'est un agent de chaleur. La chaleur. La chaleur, c'est le bien-être. C'est être bien ensemble avec les gens. Donc ça, il faut qu'on s'engage. Et il y a 3 choses que je voulais dire. La première, c'est qu'il faut le faire avec sérénité et avec confiance, et ça va être très long. Et vous allez trouver des gens qui vont peut-être vous insulter, qui vont peut-être vous rejeter, mais ne regardez, souvenez-vous toujours de la parole du prophète ﷺ qui disait, dans la difficulté, regardez toujours ceux qui ont plus que vous. Et dans la qualité, regardez toujours ceux qui ont plus que vous. Ceux qui sont dans la difficulté, quand vous voyez, pensez toujours à ceux qui... Je ne sais pas, à des moments donnés, quand on vit en France, on se dit c'est dur. Puis après, vous pensez à ce qui se passe dans d'autres pays du monde, dit alhamdoulilah. Au moins, toi, tu peux continuer à m'insulter, mais je sais qu'en France, il y en a d'autres qui entendent. Et quand on voit les choses que l'on fait, il y en a qui font encore. Donc il faut être serein, il faut s'ouvrir, il faut communiquer avec les gens, parler avec les gens. Ouvrez votre cœur et ouvrez votre porte. Laissez les gens frapper à la porte de votre cœur. Laissez-les frapper à la porte de leur cœur. Et frapper à la porte de leur cœur au sens de la vie ensemble. Ça, c'est un premier élément. Deuxième des choses que je voulais vous dire, respectez-vous. Vous ne serez pas respecté par vos concitoyens si vous ne vous respectez pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, se respecter? Se respecter, c'est pas être arrogant. C'est pas être suffisant. Se respecter, c'est de dire, vous savez, si vous allez sur Twitter, vous allez voir que de temps en temps, j'envoie, c'est pas moi qui m'en occupe directement, mais de temps en temps, j'envoie moi des petits mots. Mais j'ai dit, celui d'hier, je mettais une chose en évidence. La pudeur intellectuelle, c'est l'humilité quant à ce que je ne sais pas, et la pudeur intellectuelle, c'est l'humilité quant à ce que je sais, plutôt. La pudeur intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est avoir une espèce de pudeur, c'est être ferme sur ses principes, mais être pudique, pas d'arrogance. La tamshi fil ardi maraha. Ça, c'est ce. Norman, il dit à son fils, ne marche pas sur la terre avec arrogance. De l'humilité, sois doux. Sois doux, sois dans l'échange, sois dans la compréhension. Ne parle avec les gens des autres traditions que de la meilleure des façons. Dans ce temps-là, il nous dit la meilleure des façons. Il faut avoir se respecter, c'est affirmer ses principes. Non, ça je fais pas, je finis tout de suite. Ça je fais pas, ça je bois pas, ça je mange pas. Là, je ne vais pas, mais avec de la douceur. Toi, tu le fais, moi, je ne le fais pas. De la distinction et se respecter. Se respecter, mais le problème de beaucoup d'entre les citoyens, parce qu'il y a trop de pression, on réagit à la pression et on devient agressif. Non. Quand le monde vous pousse à l'agressivité, la force, c'est de garder son calme. La force, le mu'min shadid, c'est-à-dire le mu'min qawi, c'est-à-dire c'est le musulman qui est fort, il est meilleur que le musulman qui est faible. Mais c'est quoi la force ici? C'est quand on vous pousse à l'agressivité, vous êtes dans le calme. Souvenez-vous toujours de cette situation où les gens de son propre peuple, ils insultent le prophète et Abu Bakr as-Siddiq, il est assis à côté. Et à un moment donné, il n'en peut plus. Même Abu Bakr as-Siddiq qui est tout doux, qui est tout gentil, à un moment donné, il n'en peut plus. C'est pas possible d'insulter comme ça le prophète. Et il répond. Et le prophète il se lève et il part. Et il lui dit, mais tu es fâché contre moi? Il lui dit, quand tu te taisais, les anges répondaient à notre place. Le calme, ne réponds pas. Mais quand tu as répondu, le diable s'est installé. Et il n'appartient pas à un prophète, le prophète de rester là où le diable vient. L'agressivité, il y a quelque chose de malsain dans l'agressivité. L'agressivité, c'est le langage de l'émotion. Le calme est le langage de la spiritualité, du calme. Donc on se respecte en restant calme. Et la troisième des choses, faites attention. Vous êtes devenus une force dans ce pays que vous êtes les premiers à ignorer. Vous savez, les gens font des calculs. J'aimerais vous dire une chose en termes politiques. Au plus haut niveau de l'État français, on vient avec des chiffres. Et on le sait parce que ça vient avec des chiffres. Et on vient nous dire du plus haut de l'État français qu'on le sait mais qu'on ne l'utilisera pas. Alors pourquoi vous nous le dites si vous le savez et que vous n'allez pas l'utiliser? Pourquoi vous nous le dites? Qu'est-ce que vous voulez nous envoyer comme message? La différence des voix, grosso modo, entre Hollande,
et Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles est de 1,6 million. Le balancement des voix des citoyens français de confession musulmane ou apparentés comme tels est de l'ordre de 1,9 million en faveur de Hollande. Ça veut dire qu'un ministre de la République murmure en disant « on sait que vous avez fait renverser la balance et que vous êtes capable de le faire ». Et nous, ce qu'on leur répond, on n'est pas du tout pour le vote communautaire. On a dit, jamais vous ne m'entendrez dire, vous musulmans, comme ça Nicolas Sarkozy l'a dit. Vous vous souvenez, juste avant les élections, il dit à Hollande, Tarek Ramadan a appelé pour vous. Alors moi, je l'ai bien entendu, je l'ai appelé à voter pour Sarkozy. Bref, c'était une plaisanterie. Qu'est-ce que tu fais, là? Je rigole. C'est halal. Bon, bref. Parfois, il faut plaisanter quand c'est aussi gros que ça. Mais bref, ce que je veux dire, c'est, en termes d'engagement politique, nous n'avons pas de vote communautaire. Les musulmans ne disent pas aux musulmans, votez pour ça si vous êtes musulmans. Le citoyen français de confession musulmane, la seule chose qu'il doit entendre de la part de quelqu'un qui est son concitoyen, qui est musulman, c'est vote. Fais ton choix. Et une conscience, mais va voter, participe. Et ça, c'est halal, et ça, il faut le faire, contrairement à ce que disent certains groupes musulmans qui me disent ne votez pas. Nous, la position, et je l'ai dit ceci en 93 dans le livre Être musulman européen, avec, et puis ensuite dans les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, avec les adillah, c'est-à-dire les évidences tirées du Coran et de la tradition du prophète. Pourquoi aujourd'hui, alayhi salam, il est légitime de voter? Ben, il faut voter. On ne dit pas allez voter. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est qu'à un moment donné, vous avez un pouvoir dans le vote local. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous êtes achetable à la mesure de votre pouvoir. Vous allez voir des maires, vous allez voir des responsables politiques qui vont oublier les principes de la laïcité juste avant les élections, qui vont venir essayer de vous acheter. Eh bien, faites comprendre, en tant que citoyen, que vous n'êtes pas à vendre et que vous n'êtes pas à acheter, que vous vous respectez et qu'il ne s'agit pas de donner des voix à un politique s'il vous donne la mosquée. La mosquée, on s'en occupe. Toi, tu vas t'occuper de la politique. Tu es bon et tu réponds à 3 critères. 1, tu es compétent. 2, tu es intègre. 3, tu ne viens pas nous voir juste avant les élections. Oui, on n'est pas des gens qu'on vient voir 2 mois avant les élections, 6 mois avant les élections. Non, tu viens nous voir tout le temps. Tu es au service de la communauté des hommes. Tu es au service de la société. Tu ne nous utilises pas chaque fois qu'il y a les élections. 1, tu as la compétence. 2, tu as l'intégrité. 3, tu sers le peuple. Attends, tu auras nos voix. La mosquée, on s'en occupe. Toi, occupe-toi de la société. Et si ça, tu le fais, eh bien on sera avec celui qui fera ce travail-là. Nous avons des principes, nous ne sommes pas à vendre. Nous ne sommes pas à vendre et ne laissez personne acheter votre dignité, parce que si on achète votre dignité, c'est que votre dignité n'a pas beaucoup de valeur. Wallahu a'lam wa a'lam wa ahkam wa assalamu alaikum. Ah d'accord, ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup à notre professeur pour cette intervention. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'ai pas mal de questions. Je vois que il y a pas mal de questions sur lesquelles déjà le professeur a répondu. Alors, devant ce temps très court qui nous reste, je demande au professeur de répondre, mais voilà. Alors, la première question, en tant que musulman, mais citoyen français, où est notre place réelle, où est notre réelle place? On sait que notre religion n'est pas la bienvenue en France. Comment tenir tête à leur façon de penser? Alors justement, je pense que j'ai un peu essayé de répondre à cette question pendant toute la conférence, mais j'aimerais rajouter une chose. L'islam n'est pas... Vous savez, les sondages qu'il y a eu, vous avez vu le sondage dans Le Monde, le sondage dans l'Express, 85 ou 75 plutôt, 75% des Français ont une opinion négative vis-à-vis de l'islam, et on entretient ça. Mais moi je vais vous dire une chose, c'est que ces sondages-là,
ils ne sont pas justes. En fait, ce sont des sondages orientés par les questions qui sont posées. Parce qu'on fait des musulmans une catégorie à part, on pose la question et on entretient cette idée-là. En fait, localement, c'est pas vrai. Localement, les Français n'ont pas à 75% une image négative de l'islam. C'est pas vrai. Ça, on l'entretient. Ça, c'est une stratégie pour entretenir cette tension-là. Et donc, ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est ne pas vous occuper de ces sondages-là, travailler sur le plan local. C'est là que les choses se jouent. C'est dans les municipales que ça joue. Les présidentielles, c'est de la mise en scène pour vous. La vie quotidienne, c'est les municipales. C'est votre maire, c'est votre autorité locale. C'est là que les choses se jouent par rapport à vos structures sociales, par rapport à l'éducation, par rapport aux écoles. C'est là où il faut être. Et la deuxième des choses que j'aimerais vous dire, quand les gens n'arrêtent pas de parler de l'islam, vous, citoyens français, ne parlez pas que de l'islam. Ne soyez pas présents que quand on parle d'islam. Soyez capables de parler d'autre chose. C'est ça. Vous allez... J'ai dit en 93 une formule que je répète. Il faut normaliser la présence de l'islam sans la banaliser. Normaliser, ça veut dire quoi? On est là, on est chez nous et on vit. On ne la banalise pas. Comment? En montrant qu'on a une contribution, qu'on apporte quelque chose par les réflexions, par les échanges, par l'engagement solidaire, de justice. Voilà ce qu'on doit faire. Et pas simplement quand on parle de l'islam. Où est-ce que vous êtes dans l'école? Où est-ce que vous êtes dans le chômage? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont fait des entreprises qui seraient au niveau local et qui puissent donner du travail à des gens? Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans les écoles? Est-ce qu'il y en a qui font ce travail-là? Autre chose que tout le temps être... Arrêtez de vous plaindre. Je sais qu'il y a des victimes dans cette salle, mais à un moment donné, la décision c'est de dire ça suffit. Maintenant on va s'engager, maintenant on va faire notre travail. Pas tout le temps en s'enfermant dans l'islam, mais en s'ouvrant dans les principes, Inch'Allah. Mais elle va dans le même sens. Comment réagir face à toute cette islamophobie, face à tout ce que fait le gouvernement contre les musulmans de France? Écoutez, j'ai un article que je viens de terminer ce matin. Il sera Inch'Allah sur le site lundi ou mardi. Si vous ne suivez pas le site, vous pouvez le suivre sur tarikramadan.com, où je parle de cette question-là et où je dis la chose suivante. L'islamophobie existe. Ça n'est absolument pas un mot qui a été inventé par l'Iran ou qui a été inventé par les islamistes. Ça a été formulé par des instances européennes qui étaient des observatoires du racisme en disant l'islamophobie, le racisme anti-musulman, ça existe. Et on a des discriminations et tout ceci. Malheureusement, dans l'état actuel, les institutions publiques de l'État à des organisations publiques jusqu'aux médias sont malheureusement les propagateurs les plus actifs des conceptions islamophobes. Ça vient des institutions et de l'État, ça ne vient pas simplement de groupes qui sont marginaux. Malheureusement, on a ce discours-là. On a ce discours-là même dans le débat, même dans je sais pas moi, je me dis mais un ministre des Affaires étrangères est la porte-parole du gouvernement alors qu'on est dans un débat sur l'avenir de l'Union européenne, il ne se présente pas parce que j'y suis, il dit mais vous êtes en train d'envoyer quel message? Quel message? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire de la France? Vous dites que la France a un problème. Alors après dire je suis un islamiste au double langage, non, ça c'est de la manipulation, c'est un jeu politique. Donc à partir d'un certain moment, par rapport à ça, vous pouvez et vous devez reconnaître qu'il y a ceci dans ce pays, et chaque fois que vous êtes victime d'une atteinte à vos droits, vous ne laissez pas faire. Non pas simplement en tant que musulman, l'avenir de la France se mesurera à la capacité que tous ceux qui sont victimes de discrimination disent je ne laisserai pas faire. Non, 3 fois non. Je veux dire, quand j'ai été engagé par la mairie de Rotterdam, j'ai été engagé par l'université de Rotterdam, et ils m'ont à un moment donné en 3 jours licencié. Vous savez ce que ça veut dire en termes académiques, être licencié d'un poste de professeur à l'université, c'est très grave. Et d'être licencié en travaillant à la municipalité, c'est très grave. Ils m'ont mis à la porte en 3 jours. Évidemment, Caroline Fourès, tous mes amis français, on vous l'avait dit, le diable. Mais je dis, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Et quand je suis allé dans la conférence, juste après ceci, j'ai dit, Geert Wilders, le populiste d'extrême droite reste,
moi je m'en vais, je vous souhaite bonne chance, mais je ne pars pas, je vais vous attaquer en justice. Eh bien, le résultat, gagner contre la municipalité, alhamdoulilah, gagner contre l'université, alhamdoulilah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on ne se laisse pas faire, on a une dignité, donc on se bat. Mais on n'est pas obsédé par ça. On se bat quand il y a du droit, et à côté de ceci, on travaille là où il y a la vie. Donc on a deux attitudes. On ne se laisse pas faire par rapport aux discriminations, et on comprend notre responsabilité contre la contribution. Résister pour la dignité et s'engager pour la dignité également. Voilà ce qu'on doit être musulman et comme citoyen. En fait, tous les citoyens devraient comprendre ça. Tu me discrimines, tu vas me trouver. Mais pendant que tu me trouves, moi je vais travailler à faire en sorte que cette société soit meilleure. Je ne vais pas m'arrêter à ce que tu veux faire, mais je vais continuer à travailler dans ce que je veux réaliser, Inch'Allah. Est-ce qu'aujourd'hui il faut être organisé en communauté, communautarisme entre parenthèses, pour se faire entendre? Notre revendication alors que la loi nous dit éloignez-vous du communautarisme. Moi je pense qu'il faut être communautariste pour confirmer notre appartenance. Oui, j'ai déjà entendu ça. Je l'ai même entendu on m'avait dit que récemment un rappeur comme Kerry James, qui lui fait partie d'un groupe musulman très spécifique, des Ahbash, qui est une secte en l'occurrence, dans notre firqa, dans notre tradition majoritairement musulmane, il avait dit ça, il a dit moi je suis communautariste. Et deux choses qu'il faut dire. Dire je suis communautariste dans la réflexion telle que ça se passe en France, c'est dire ma communauté, elle est prioritaire par rapport à la société en général et la société de l'appartenance. Et nous d'un point de vue musulman, ceci on ne le dit pas, non pas parce qu'on veut faire plaisir, mais parce que fondamentalement, quand on est français, nous appartenons à nos principes. Moi je suis désolé, quand je vois un frère qui est musulman comme moi, ou une sœur qui est musulmane comme moi, si elle agit bien, je suis avec elle. Mais si elle agit mal, j'ai ordre par le prophète de dire « Insur akhak, zaliman aw madluman » aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Ça a percuté dans l'esprit de ceux qui ont entendu ça. Ils ont dit, mais pour l'aider quand il est juste, je peux. Mais qu'est-ce que je fais quand il est injuste? Eh bien, tu l'arrêtes. Tu lui fais cesser son injustice. Ça, c'est ta façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une communauté d'appartenance religieuse et on est ensemble contre le reste de la société. Non, on appartient à nos principes. Et vous allez voir, je dis, attendez, quand j'ai été attaqué par le journal Lyon Mag, j'ai eu un moufti en France qui est allé au procès mentir, et j'ai eu un athée d'origine égyptienne, juif au départ, venu dire la vérité au procès. Il y en a un qui était de mon côté et il était athée, et j'avais un soi-disant moufti qui est venu mentir. Je vais dire quoi? Mon frère, je suis avec toi quand même? Je vais lui dire, viens ici, menteur. T'es un menteur, t'es ni un moufti ni rien du tout, t'es un menteur. Quant à l'autre, je vais lui saluer sa dignité. Eh bien, nous, on est comme ça. On n'a pas une communauté d'appartenance, on appartient à des principes. Et partout où on voit la justice et le bien, on est avec les gens. Et partout où on voit le mal, même s'il a la même religion que moi, eh bien, il me trouve. Parce qu'on a ceci dans le Coran. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. Attendez, ça peut pas être plus clair que ça. Quand il y en a une qui transgresse, des deux communautés de croyants, eh bien on résiste à ceux qui transgressent. Aux injustes, on résiste, même avec ceux de notre religion. Donc nous, on n'a pas ma communauté juste ou faux. Non, c'est ma communauté dans le principe, l'humanité dans les principes, et contre n'importe qui, même de ma communauté, si je fais face à l'injustice. Donc à ceux qui pensent comme ceci, c'est exactement ce que... Vous savez, réfléchissez. J'aimerais juste insister là-dessus. Réfléchissez. Quand on vous dit, par exemple, on aimerait que vous soyez tous dans la même école laïque. Et moi, c'est ma position. Moi, je suis un enfant de l'école laïque. Et ce que j'ai fait après l'école laïque, j'ai fait une thèse en philosophie occidentale, puis ensuite, je suis parti faire une thèse à partir des sciences islamiques avec les ijazat chez les chouyours, 7 ijazat dans les différentes disciplines. Pourquoi? Pour avoir les deux.
D'accord? Pour dire, voilà, je connais cette société-là et je connais mes références. Ça, c'est un long travail, mais il a fallu le faire pour pouvoir pour marcher sur les deux jambes. Bien, à un moment donné, on dit, on veut vivre avec les gens. Et vous avez tout à coup en France une loi qui dit, les jeunes filles qui portent le foulard, vous ne viendrez pas dans l'école commune. Alors vous avez deux choix, soit vous l'enlevez, soit vous allez faire vos écoles. Je dis, mais attendez, moi je ne comprends pas bien. Si vous avez envie qu'on soit tous ensemble, pourquoi faire des lois qui excluent certains? Pourquoi pousser les gens? Parce que moi j'ai entendu des politiques dire, mais si vous n'êtes pas contents, faites vos écoles. Quand je vais en Angleterre et je regarde les écoles où il n'y a que des musulmans, je dis, c'est pas une école sur les principes islamiques, c'est une école pour les musulmans, loin de la société. Ça isole les gens. Eh bien, aujourd'hui, vous avez Averroès qui a fait une école qui est devenue le meilleur lycée de France, en l'occurrence, dans ses performances. Il faut se poser la question de l'avenir. Qu'est-ce que veulent les politiques? Ils veulent qu'on vive ensemble ou ils veulent nous marginaliser? Ils veulent mettre des lois qui nous poussent dehors ou est-ce qu'ils laissent les lois ouvertes pour qu'on soit avec? Eh bien, à tous ceux qui veulent nous pousser dehors, on a compris. Ils veulent nous faire tomber, certains d'entre eux, dans ce piège de ma communauté. Moi et les musulmans. Et bien alors on dit non, c'est pas comme ça. C'est moi avec mes principes, quelle que soit la société dans laquelle je vis, je défends les principes. Ma communauté spirituelle, bien sûr. Le vendredi, on est ensemble. Pendant le Ramadan, on est ensemble, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une communion. Il y a une communion dans la foi, évidemment, et c'est très fort. Pendant les salats de Tarawih, pendant le mois du Ramadan, on vit ça. On vit, c'est quelque chose de très fort. Et personne ne pourra toucher à ça. Parce que ça, c'est l'esprit. Ruh, el-Umma. El-Umma, pas comme ma communauté contre la France, mais Ruh de la communion spirituelle. Nous sommes en communion spirituelle, comme les chrétiens peuvent l'être. Quand le pape arrive à quelque part et que vous avez des millions de gens qui... Ben, c'est une communion spirituelle. Et il n'y a rien, aucun problème. Ça n'a pas remis en cause l'appartenance nationale. Eh bien non, on ne la remet pas en cause. Notre communion spirituelle n'est pas en opposition à l'appartenance nationale. C'est deux choses qui se complètent et c'est deux choses qui peuvent coexister, Inch'Allah. Ouais. Malheureusement, on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde, mais j'ai vu que le professeur a répondu sur la plupart des questions que j'avais devant moi. Juste... il y a une sœur qui a fait une petite remarque, je pense que c'est une sœur. الأخ جانبك قال منذ قليل صلاة الظهر من وقتها إلى وقت العصر وهذا غلط. C'est fort de dire هذا غلط, c'est vraiment fort. وهذا غلط. أريد أن أذكره أن الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Moi je demande à ce frère ou à cette sœur d'aller réviser dans la jurisprudence les créneaux des prières. Yani, waqt al-dhuhr de quelle heure à quelle heure, waqt al-asr de quelle heure à quelle heure, ça ne nécessite pas une réponse pour ça. Juste, il y a quelqu'un qui vous a posé une question. Songez-vous à vous engager en politique? Alors là, la personne qui a posé cette question et qui n'a pas compris que tout ce que je viens de dire est éminemment politique. Je ne suis pas un politique et je ne suis pas un politicien. Je ne vais, Inch'Allah, prier pour que Dieu me protège de ça. Jamais je ne vais m'engager pour un poste politique. Je n'ai aucune espérance à entrer dans la classe politique française. D'ailleurs, c'est même pour ça que je n'ai pas pris mon passeport. Parce qu'à un moment donné, il y a 25 ans, certains disent « Ouh, celui-là, il a des ambitions ». Et j'ai dit, je préfère être suisse et ne pas avoir d'ambition, pays dans lequel je ne vis pas aujourd'hui. J'ai aucune ambition de ce point de vue-là. Mais tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, en matière de gestion de sa dignité, en matière de compréhension de ses devoirs citoyens, en matière de ses responsabilités, est éminemment politique. Ne confondez pas la politique avec ce que vous voyez maintenant à la télévision, la politique politicienne. Ça, c'est de la politique dévoyée. C'est la politique qui ne sait pas user du pouvoir pour servir, mais qui se sert du pouvoir pour le pouvoir. Moi, c'est pas de ça dont je parle. Tout ce que je viens de vous dire est éminemment politique. Et vous êtes tous des agents politiques. Et le premier qui vous dit, moi je ne fais pas de politique, il ne sait pas qu'il fait de la politique. Il y a une fois un groupe de salafis qui sont venus vers moi, et qui m'ont dit, ah, tu appelles les gens à l'intikhabat, c'est pas dans le Coran. Je dis, non, c'est pas dans le Coran, mais la notion de shura et de participation. Enfin, je suis entré dans un débat avec eux, et il me dit, mais nous, ce qu'on comprend, c'est qu'on doit s'éloigner de la politique, et qu'on doit comprendre
c'est-à-dire obéissez à Dieu, obéissez à son prophète à ceux qui détiennent l'autorité, et ceux qui détiennent l'autorité en Arabie Saoudite, ils détiennent l'autorité, et on ne fait pas de politique. Je dis mais attendez, tout ce que vous venez me dire, c'est une position politique. Dire que vous ne faites pas de politique, c'est de la politique, en me disant que vous soutenez la situation maintenant avec les régimes qui sont en place. Donc ne me dites pas que vous ne faites pas de politique. Pensez que vous ne faites pas de politique, c'est une position de politique, parfois inconsciente, parfois de démission. Donc engagez-vous de ce point de vue-là. J'aimerais dire une chose qui est importante par rapport à ce qu'a dit le frère et par rapport à nos jugements sur les éléments de notre compréhension de l'islam. J'aimerais vous dire une chose et j'aimerais terminer là-dessus. Comprenez dans ce débat aujourd'hui qu'il faut tous que vous vous engagiez là où vous êtes à la mesure de vos compétences. Et quand ça concerne la question des normes, il faut qu'on fasse attention à ce que nous ne devenions pas entre nous des frères et des sœurs qui se jugent par les normes et parfois par une connaissance tout à fait relative des normes. Tout à fait relative. En islam, ce verset qui vient d'être cité sur la prière est établi pour les musulmans selon des horaires déterminés, c'est effectivement des horaires déterminés, mais il y a un début, il y a une fin, avec une préférence sur 2 prières seulement. Une préférence sur 3, mais il y en a 2 essentiellement. Salat al-Fajr, il nous a dit que le prophète quand les femmes et les hommes allaient à la prière, il faisait encore sombre et les gens allaient au début de la prière. Ça a donné une préférence, sauf dans certaines écoles qui attendent le dernier moment pour pouvoir la faire. Donc dans la période de temps, il y a des préférences. Là où on est tous d'accord sur Salat al-Maghrib, il faut essayer de la faire dans les 15 premières minutes parce qu'on entre dans la prière. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation, c'est une préférence. La prière du Maghrib, elle va jusqu'au Isha. D'accord? Et il faut éviter les 20 minutes juste avant le Maghrib pour Salat al-Asr. Pourquoi? Parce que c'est c'est-à-dire le moment où c'est pas apprécié. Il faut éviter ça. Mais tout le reste, c'est une attitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certains qui veulent faire de la règle de la prière ferme, ils oublient la souplesse de l'islam. Et ils font comme ça, cet état d'esprit, il est partout. C'est-à-dire, il y a une souplesse en islam, il y a une latitude, il y a le rojas, il y a les situations de nécessité, mais même dans notre vie, l'islam est une religion. Yassiru wa la tu'assiru. Parlez de ça, facilitez les choses aux gens. Ne venez pas avec des jugements comme ceci en disant, je suis tout à fait d'accord avec le frère, en disant, là c'est quand même dur à des moments de dire, il y a des choses qu'il faut... Non, c'est pas faux. C'est une autre opinion que la vôtre, et parfois l'autre opinion que la vôtre est bonne pour réviser la vôtre. Si vous voyez ce que je veux dire. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Je demande aux frères, نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه المحاضرة إن شاء الله وأن نكون كلنا قد انتفعنا بما سمعنا. On implore Allah subhanahu wa ta'ala que cette conférence soit vraiment utile pour nous. Je vous demande de ne pas sortir tous ensemble, prenez votre temps. Il y a des frères de sécurité, ils vont vous faire sortir Inch'Allah par groupe, plus Inch'Allah d'organisation Inch'Allah. Vous sortez tout doucement. Les gens qui veulent aider le Rams, il y a quelqu'un qui a donné quelque chose. Vous pouvez aider Inch'Allah comme vous le pouvez. Wa jazakumullah khair. Wa salam alaykum wa rahmatullah. Et on demande au professeur